C'est dans le quartier du Sablon, au pied de l'église Notre-Dame, à 2 pas de la célèbre Grand Place de Bruxelles, que nos 2 compères se sont donné rendez-vous, dans une boulangerie réputée nommée Le Pain Quotidien. Georges Roland hante ce quartier depuis sa plus tendre enfance, et c'est donc tout naturellement que la plupart de ses romans et récits s'y déroulent. Des livres édités un peu partout, l'Harmattan, Eddy Livre, les éditions bernardiennes, mais ça c'est de l'auto-édition, et même Chloé Délice. Mais pourquoi 36 éditeurs? J'aime pas les éditeurs. Des gens qui se posent en juge de savoir si quelque chose est bien ou pas bien, uniquement en se basant sur le retour sur investissement que ça peut représenter. Personnellement, je ne suis pas très enthousiasmé. Malgré tout, je suis passé chez Chloé Délice, chez l'Harmattan. Ce sont des éditeurs en place, mais je reste quand même fidèle à une auto-édition qui me donne la possibilité d'être indépendant par rapport à... Mais j'ai vu aussi que Célebrol ou Marol, ou Carthage, je ne sais plus lequel des deux, allait ressortir sous un autre titre. Ils sont ressortis tous les deux, ils ont été réédités en France par Eddy Livre, dans la collection Coup de cœur d'ailleurs. Mais toi qui n'aimes pas les éditeurs, pourquoi est-ce que tu fais cette démarche? Le problème essentiel d'un auditeur, c'est qu'il doit tout assumer. La distribution, la fabrication du livre, etc. Et que, bon, ça me laissait peu de temps pour écrire, donc... Bon, on va parler du Pantin de l'Impasse, et je pense que l'impasse en question ne se situe pas très loin d'ici. Je pense qu'il serait peut-être préférable d'en parler sur place. Qu'en dis-tu? Absolument. Donc tout à l'heure, le coin ici, le Sablon, est le point névralgique entre le haut et le bas. Et entre les deux, il y a une impasse qui, dans les années 50, était une impasse peuplée de gens malheureux, que j'allais voir d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a inspiré une histoire qui se passe à cet endroit-là. Dis, mais je suis impatient. La maison et le balcon, on l'a retrouvé pendu. Elle n'existe plus, elle n'existe plus. Seule la vigne, qui est en réalité une plante grimpante. Moi, j'y ai vu une vigne, existe encore, mais la maison se trouvait de l'autre côté, là où maintenant on a des appartements de luxe. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que ce n'est pas facile à traiter. C'est pas facile à traiter. Il est bien traité, je veux dire, avec beaucoup de pudeur. Il faut s'imaginer un homme d'une trentaine d'années qui mène une vie de bâton de chaise, il faut bien le reconnaître, qui, bien qu'il soit quelqu'un de connu sur la place, d'important finalement, puisqu'il fait quand même partie d'un bureau d'études assis, et qui se retrouve par la force des choses avec une petite fille de 9 ans dans sa vie. Et puis il se met à éduquer cette petite fille qui ne veut pas aller à l'école d'ailleurs, et qui a un accent bruxellois terrible, qui n'a aucune envie de devenir ce que lui voudrait qu'elle devienne. Et puis, petit à petit, elle devient, à ses yeux, elle devient une femme. Pas dans le sens femme avec des seins, avec tout ce qu'il faut, simplement femme parce qu'elle le regarde avec un autre œil, et qu'elle lui inspire certaines nouvelles choses qu'il ne connaissait pas avant. Il se met à la regarder et à avoir des idées particulières. Vis-à-vis des autres, de ses amis, etc., il est dans une situation difficile. Parce qu'on le soupçonne disons le mot, de pédophilie carrément. C'est lui qui voit en lui-même le regard des autres. Il se dit, mais ils doivent se demander ce qui se passe. Elle habite avec moi
bien que dans mon studio, puisqu'il n'y a qu'une seule pièce, j'ai créé une séparation entre les deux et que on se partage la salle de bain, etc. Ils doivent quand même se demander s'il n'y a pas anguille sous roche dans tout ça. Et finalement, elle l'obsède à tel point que quand il la regarde plus comme une petite fille, mais il la regarde comme autre chose. Quand il monte l'escalier derrière elle, il regarde en dessous de ses jupes. Et quand elle s'assied, comme une petite fille s'assied en montrant sa petite culotte, eh bien il regarde sa petite culotte. Et tout d'un coup, ça lui prend comme une explosion et il la viole. On peut dire que le Pantin d'impasse, c'est tout à fait différent de ce que tu avais l'habitude d'écrire jusque-là. Et c'est un livre très dur. Enfin, moi, je l'ai trouvé très dur, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense, est-ce que c'est un livre à mettre entre toutes les mains? Ah non, absolument pas. Il y a quand même des passages très crus qui étaient absolument nécessaires pour bien faire comprendre le personnage qui n'est pas proprement parlé un personnage reluisant. Il est ce qu'il est, mais ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est qu'on peut tous devenir un jour comme ça, rien que par un élan. Bon, Georges, tu as d'autres projets pour l'instant. Je crois que tu travailles sur un nouveau Tramino-Polar. Oui, le Tramino-Polar, pour moi, c'est la récréation. C'est la façon de passer un petit peu de temps en rigolant et en faisant des petites histoires pour les copains. Donc la rame Rosa va revenir au premier plan. Exactement. Rosa va encore frapper. Mais Georges, comment est-il possible de passer de choses très très graves à des choses très légères? J'ai toujours été fasciné par la dualité des choses. Il y a entre... Quand on prend une entité, quelle qu'elle soit, il y a toujours deux visages, il y a toujours un yin et un yang. Quand j'écris, c'est la même chose. Un jour, je suis le yin, et l'autre jour, je suis le yang. Je veux dire qu'il y avait le docteur Jekyll et Mr Hyde, il y a Georges Roland et Ron Dorland. Par exemple.